Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique. Sartre n'aimait pas parler d'existentialisme, car le propre d'une recherche est d'être indéfini. Ce qui s'appelait existentialisme et marxisme a pris le titre de question de méthode. Une philosophie se constitue pour donner son expression au mouvement général de la société. C'est elle qui sert de milieu culturel aux contemporains. Pour être vraiment philosophique, ce miroir doit se présenter comme la totalisation du savoir contemporain. La philosophie reste efficace tant que demeure vivante la praxis qui l'a engendrée, qui l'a portée et qui l'éclaire. Puis se dépouille de son contenu quand elle s'imprègne peu à peu dans les masses. La plus ample totalisation philosophique, c'est l'hégélianisme. Le savoir y est élevé à sa dignité la plus éminente. L'esprit s'objective, s'aliène et se reprend sans cesse. Selon Marx, l'objectivation serait un épanouissement. Elle permettrait à l'homme qui se transforme en changeant la nature de se contempler lui-même dans un monde qu'il a créé. Les forces productives sont entrées en conflit avec les forces de production. Le travail créateur est aliéné. L'homme ne se reconnaît pas dans son propre produit. Et son labeur épuisant lui apparaît comme une force ennemie. Il faut le praxis révolutionnaire. Par sa présence réelle, une philosophie transforme les structures du savoir, suscite des idées. Marx écrit que les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Il a formellement raison. Comprendre, c'est se changer, aller au-delà de soi-même. Le marxisme s'est arrêté précisément car cette philosophie veut changer le monde. Elle vise le devenir-monde de la philosophie. Elle se veut pratique. La fécondité du marxisme vivant venait de sa façon d'approcher l'existence, convaincu que les faits ne sont jamais des apparitions isolées et que s'ils se produisent ensemble, c'est toujours dans l'unité supérieure d'un tout et qu'ils sont liés entre eux par un rapport interne. Aujourd'hui, l'expérience sociale et historique tombe en dehors du savoir. Ce qui fait la force et la richesse du marxisme, c'est qu'il a été la tentative la plus radicale pour éclairer le processus historique dans sa totalité. Le marxisme a cessé de vivre avec l'histoire, une ombre. Les faits particuliers ne signifient rien. Dans le Capital, Marx définit le matérialisme. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Marx est indépassable tant que les transformations des rapports sociaux et les progrès de la technique n'auront pas délivré l'homme du joug de la rareté. Le règne de la liberté ne commence que là où cesse le travail imposé par la nécessité et la finalité extérieure. Une philosophie de la liberté prendra sa place quand il existera pour tous une marge de liberté réelle au-delà de la production de la vie. Le hasard n'existe pas, ou du moins pas comme on croit. L'enfant devient tel ou tel car il vit l'universel comme particulier. Le socialiste belge De Man fondait les conflits de classe sur le complexe d'infériorité du prolétariat. Inversement, le marxisme, devenu savoir universel, a voulu intégrer la psychanalyse en lui tordant le cou. Il n'en a fait une idée morte. Nous pouvons expliquer si nous comprenons bien ce qui s'est passé dans l'enfance, période qui façonne des préjugés indépassables. L'appartenance au milieu comme un événement singulier. Chacun vit ses premières années dans l'égarement et l'éblouissement comme une réalité profonde et solitaire. Lévi-Strauss, dans son livre « Les structures élémentaires de la parenté », a montré que le mariage est une forme de prestation totale, compagne, travailleur et force productrice. L'existence serait presque impossible pour un individu abandonné à lui-même. Le mariage présente une importance vitale pour chaque individu. Dépendance de l'ouvrier qui vient vendre sa force de travail, réalité du marché. Napoléon, en tant qu'individu, n'était qu'un accident. Ce qui était nécessaire, c'était la dictature militaire.
comme régime liquidateur de la Révolution. Ce Napoléon était nécessaire. Le processus historique aménageait au général Bonaparte personnellement des pouvoirs préalables et des occasions qui lui ont permis à lui seul de hâter cette liquidation. La Révolution a créé son propre liquidateur en la personne de Bonaparte. L'homme, en période d'exploitation, est à la fois le produit de son propre produit et un agent historique qui ne peut passer pour un produit. Contradiction à saisir dans le mouvement. Les hommes ne mesurent pas la portée réelle de ce qu'ils font. Il y a des prolétaires car des groupes de production nationaux se sont développés différemment. L'aliénation peut modifier les résultats de l'action, mais non sa réalité profonde. Le taux des salaires et l'indice des prix peuvent éclairer ou motiver son action. Le donné que nous dépassons à tout instant par le simple fait de le vivre ne se réduit pas aux conditions matérielles de notre existence. Il faut y faire entrer notre propre enfance. Tout acte et toute parole ont une multiplicité hiérarchisée des significations. Le malthusianisme entraîne dans certaines couches de notre bourgeoisie une tendance marquée à l'avarice. Et l'avarice naît dès la petite enfance quand on sait à peine ce qu'est l'argent. C'est un rapport à la mort. Nous vivons notre enfance comme notre future perspective à venir. L'ambiguïté de l'action politique et sociale résulte de contradictions profondes entre les besoins et les mobiles de l'acte. Rêve de Robespierre, nation sans riche ni pauvre, où tout le monde est propriétaire. L'existentialisme ne peut s'affirmer. La spécificité de l'événement historique, qu'il refuse de concevoir comme l'absurde juxtaposition d'un résidu contingent et d'une signification a priori. Il faut considérer le rôle de chaque individu dans l'événement historique. L'homme se définit par son projet. Cet être matériel dépasse la condition qui lui est faite. Il dévoile et détermine sa situation en la transcendant pour s'objectiver par le travail, l'action et le geste. Le projet ne doit pas se confondre avec la volonté, qui est une entité abstraite. Gustave Flaubert, par son choix d'écrire, nous découvre le sens de sa peur enfantine de la mort et non l'inverse. L'homme est pour lui-même et pour les autres un être signifiant, car on ne peut jamais comprendre le moindre de ses gestes sans dépasser le présent pur et l'expliquer par l'avenir. C'est un créateur de signes. Nous sommes projets. Ainsi, la compréhension peut être entièrement régressive. Dans le cas d'un écrivain, la fin immédiate de son travail présent ne s'éclaire que par rapport à une hiérarchie de signification de fin future. Donc chacune sert de cadre à la précédente et de contenu à la suivante. Le capital s'oppose à la société et pourtant c'est une puissance sociale. La réalité humaine échappe au savoir direct. La connaissance indirecte est le résultat de la réflexion sur l'existence. Indirecte car présupposée par tous les concepts de l'anthropologie. Ainsi, la compréhension de l'existence se présente comme le fondement humain de l'anthropologie marxiste. Jean Jaurès. La Révolution avait pour cause la puissance de la bourgeoisie, parvenue à sa maturité et pour résultat de la consacrer légalement. L'originalité de Marx est d'établir contre Hegel que l'histoire est en cours, que l'être reste irréductible au savoir et de vouloir conserver le mouvement dialectique dans l'être et dans le savoir. La raison dialectique, si elle doit être la rationalité, doit fournir la raison de ses propres raisons. Les hommes font l'histoire sur la base des conditions antérieures. La raison dialectique doit être possible comme aventure de tous et comme liberté de chacun, comme expérience et comme nécessité. Ainsi, la dialectique est activité totalisatrice, relation de l'unification à l'unifié. L'histoire avec un grand H est totalisation. Si les pratiques individuelles sont l'unique fondement de la temporalisation totalisatrice. L'homme comme projet totalisant est lui-même l'intelligibilité en acte des totalisations. La rareté fonde la possibilité de l'histoire humaine. C'est elle, comme tension réelle et perpétuelle entre l'homme et l'environnement, qui rend compte des structures fondamentales. Chacun est homme inhumain pour tous les autres. La matière comme rareté unit les hommes dans un champ pratique commun.
La rareté peut être l'occasion de regroupements synthétiques dont le projet est de la combattre, champ social de la rareté. Praxis par le travail. La praxis est l'humanité réelle de l'homme. La praxis est d'abord instrumentalisation de la réalité matérielle. Toute quantité nouvelle accroît sa richesse, mais dans la communauté nationale, elle diminue la valeur de l'unité. Du coup, son propre enrichissement fait subir une dégradation générale. Le prix s'élève car la valeur de l'unité monétaire s'effondre. La valeur des pièces diminue quand leur nombre croît. Un navire de 500 tonnes vaut 4000 ducats au temps de Charles Quint et 15 000 en 1612. Earl Hamilton l'a démontré, l'arrivée des métaux précieux d'Amérique coïncide avec celle des prix, lien mécanique. Tout a été commandé par l'augmentation du stock des métaux précieux, triplement au cours du XVIe siècle, et l'unité monétaire a perdu les 2/3 de sa valeur. La totalité est fantôme, la somme agit négativement sur ses parties à la manière d'un tout. La dévalorisation vient aux Espagnols du futur. L'isolement de chaque personne finit par constituer l'ensemble des salariés en un vaste système inerte et conditionné de l'extérieur. L'homme vit dans un univers où l'avenir est une chose, où l'idée est un objet, où les violences de la matière se font accoucheuses de l'histoire. Rien n'arrive aux hommes et aux objets que dans leur être matériel et par la matérialité de l'être. Ce n'est pas l'entendement qui fige les significations, c'est l'être. L'homme est resté l'homme du besoin, de la praxis et de la rareté. Le caractère de l'impératif, c'est la persévérance par l'inertie. En un mot, c'est la matérialité. L'inventeur est un technicien qui se fait homme exigence, médiation inessentielle entre une matérialité présente et l'avenir qu'elle exige, machine à vapeur. Destin pour les ouvriers dans l'exacte mesure où pour le patron, elle est intérêt. L'expérience dialectique s'est révélée comme étant la praxis elle-même produisant ses propres lumières pour contrôler son développement. Le seul fondement concret de la dialectique historique, c'est la structure dialectique de l'action individuelle. Pour Claude Lanzmann, l'ouvrière qui gagne peu et attrape un eczéma chronique se résume à son travail, sa fatigue, son salaire, ses désirs déçus, sa mauvaise nourriture, ses vêtements et l'éducation de ses enfants. L'oppression n'atteint pas l'opprimé dans un secteur particulier de sa vie, mais le constitue en totalité. Il n'est pas un homme, plus des besoins. Il est entièrement réductible à ses besoins. Il coïncide exactement avec sa réalité objective. À la fois individu et prédétermination. La vie de cette ouvrière est déterminée avant l'embauche. Marx l'a mis en lumière dans l'idéologie allemande. Nous disions en suivant Hegel, dans l'être et le néant, que l'essence est l'être passé, dépassé. L'ouvrier a été préfabriqué dans une société capitaliste. Dans le mouvement complexe du travail aliéné, nous avons l'être inerte de la mécanique comme circonstance matérielle à dépasser, le dépassement par la praxis et le dépassement de la praxis. La solitude devient pour chacun le produit réel et social des grandes villes. Le mode de vie suscite chez chaque individu des conduites de solitude, l'isolement. Chacun est produit par l'ensemble social comme unit ses voisins en tant qu'il leur est rigoureusement identique. Chacun est le même que les autres en tant qu'il est autre que soi, l'identité comme altérité. Le scandale est la crainte agressive du scandale de l'autre. Le scandale est l'autre lui-même comme raison transcendantale de la propagation sérielle des violences provoquées par la crainte du scandale. L'exploitation se découvre comme unité passive de tous en tant que chacun vit l'isolement des autres comme son propre isolement et leur impuissance à travers la sienne. Transformer la liberté de l'autre en moyen docile de ma propre liberté. Les autres sont en jeu à travers les choses et leur liberté s'adresse à ma liberté comme autre. La libre praxis de l'individu la réactualise. Antagonisme concurrentiel sur le marché du travail entre les ouvriers. Construction humaine où liberté et nécessité ne font plus qu'un, dialectique constituée. La Bastille a été attaquée car elle était source d'approvisionnement en armes. L'urgence venant de la rareté du temps, l'ennemi n'est pas là, mais il peut arriver à tout moment. Le rassemblement inerte se donne comme la vérité concrète dont l'unité est l'apparence abstraite.
Les Parisiens, aux heures graves de la Révolution, descendent dans la rue et constituent des rassemblements. Une marche, une panique, une fuite, un regroupement. La panique est la nouvelle incarnation de l'autre, aliénation des libres réciprocités. Le nombre fait de moi un acharné. À la Bastille, le mot d'ordre fait venir à moi ma possibilité commune et future. L'insurrection de 89 est purement défensive, c'est-à-dire de repousser une menace. Le tiers, par ses exhortations, les ordres qu'il donne agit sur l'activité passive et contribue à la transformer chez les autres en praxis. Donc, se fait lui-même une libre règle pour la liquidation chez tous de la passivité. Un rassemblement dispersé par la police se regroupe contre elle et devient manifestation. Quelque chose existe comme une totalité. Ce caractère de liberté fait naître en chaque tiers la saisie de l'autre comme le même. La liberté est à la fois ma singularité et mon ubiquité. Groupe en fusion à partir de la praxis commune. Lorsque le résultat total est atteint, le groupe lie son unité de synthèse totalitaire dans son objectivation. Substituer la peur de tous à la peur de soi. La violence comme dépassement intelligible de l'aliénation individuelle par la liberté commune. Le groupe défini dirige, contrôle et corrige sans cesse la praxis commune. La pensée du groupe, son idée pratique de l'univers n'est autre chose que le dépassement vers l'objet transcendantal de l'idée pratique qu'il a de lui-même. L'avion de Saint-Exupéry, instrument qui réduit les temps du parcours, mouvement réel du resserrement de l'espace. L'esprit d'équipe est la stricte interdépendance des pouvoirs en liaison avec l'objectif commun. Un groupe politique qui s'épure et survit à l'épuration prouve par là même que les membres épurés ne lui étaient pas indispensables. Le désespoir sert de ferment. La compréhension n'est pas une faculté ou une intuition contemplative. Elle se réduit à la praxis elle-même en tant qu'elle est homogène à toute autre praxis individuelle et qu'elle est située dans le champ pratique. Le vrai problème d'une société, c'est son régime de production. L'argent manque quand les hommes manquent. Le droit et le pouvoir naissent du serment et de la fonction donc dans le groupe. L'individu a dans un groupe une forêt humaine qui l'entoure et est vivante comme celle de Macbeth et agissante. Quand le militant se retrouve au milieu du groupe, leur attente est déçue car il retrouve le milieu d'immanence réelle, retrouvant une communauté qui ne peut en aucun cas devenir totalité sujet. Indépassable, conflit de l'individuel et du commun, l'organisation se transforme en hiérarchie. Chacun tente de réaliser le groupe comme praxis unifiée. Dans le moment vivant du groupe, de la fusion du premier stade de l'organisation, l'individu commun n'est pas inessentiel, car il est le même en tous. Marx a raison d'écrire que la superstition politique est seule à se figurer de nos jours que la vie bourgeoise est maintenue par l'État, alors que c'est au contraire l'État qui est maintenu par la vie bourgeoise. Sainte Famille. L'État est une détermination de la classe dominante. Le concret achève l'expérience dialectique. Si le bourgeois est l'homme et si l'ouvrier, son compatriote, n'est qu'un sous-homme, comme l'Algérien qui est un ennemi lointain, ne serait-il pas un chien ? L'esclave travaille pour être nourri et éviter les coûts, mais le rapport quantitatif entre son rendement et la satisfaction de ses besoins reste indéterminé. Il en fait juste assez pour éviter les châtiments ou l'inanition. Toute politique est bourgeoise. La lutte de classe doit se faire sur le terrain du travail et par l'action directe. Le prolétariat est isolé, solitude en face de la classe d'exploitation qui, avec la complicité des autres classes, exerce sur la classe productrice une violence nue et coloniale. La haute bourgeoisie manœuvre la petite. L'oppression soutient et constitue dans le milieu des collectifs le processus d'exploitation. Mais le mouvement de l'oppression va de lui-même à l'extermination des opprimés s'ils se révoltent, et l'exploitation exige leur conservation au moins partielle à titre de main-d'œuvre. Après la guerre de 14, l'ère de la machine disqualifie le travail. La classe dominante entend exercer un contrôle rigoureux des naissances dans la classe ouvrière. L'avortement, la faiseuse d'ange, empêche l'enfant supplémentaire que l'ouvrier ne pourrait satisfaire. Maintenir la main-d'œuvre toujours un peu au-dessus des offres d'emploi, exercice oppressif du droit de vie et de mort. Chaque société décide de ses morts. La décision appartient aux classes supérieures d'opprimés, nés dans l'oppression, héritiers d'opprimés. À ces questions théoriques, il faut répondre comme Diogène en marchant et en rappelant
que nous luttons sans cesse avec notre classe ou contre elle, et que l'intelligibilité de la lutte est une caractéristique indispensable à l'action des combattants. La lutte est la seule pratique humaine qui réalise dans l'urgence le rapport de chacun à son être-objet. La défaite dans la lutte est produite par une liberté et se comprend comme telle. À ce niveau, un seul homme existe, celui qui se réalise comme un homme, comme libre praxis, par la transformation de l'autre en objet non humain. À chaque instant, la praxis de l'individu est compréhension de l'autre et se produit comme dépassement des résultats des autres. Imprévisibilité de l'autre en tant qu'ignorance. La violence humaine est signifiante. Le scandale n'est donc pas comme la crue égale dans la simple existence de l'autre. Il est dans la violence subie ou menaçante, dans la rareté intériorisée. Hegel nous renvoie à un salut d'inintelligibilité. Comprendre, c'est saisir par ses fins et par ses moyens la praxis de l'autre, comme simple temporisation objective et transcendante. Comprendre dans la lutte, c'est saisir la praxis de l'autre, en immanence à travers sa propre objectivité et dans un dépassement pratique. Il faut poursuivre notre expérience, degré dans la compréhension réciproque des adversaires. Vrai problème de l'histoire, totalisation de toutes les multiplicités pratiques et de toutes leurs luttes. Le mouvement régressif de l'expérience critique nous a fait découvrir l'intelligibilité des structures pratiques. L'histoire se totalise elle-même, sans cesse. Jean-Paul Sartre, critique de la raison dialectique. Merci.